à tous. Merci François pour cette introduction. Le cas clinique pour la radiothérapie adjuvante des tumeurs de vessie infiltrant le muscle. Je n'ai aucun conflit d'intérêt relatif à cette présentation. Je vais vous présenter l'histoire d'un homme de 60 ans qu'on a pris en charge cette année, qui n'a pas d'antécédent majeur, mis à part une chirurgie prothétique de hanche droite chez un patient ancien fumeur qui s'est vu découvrir dans le cadre d'un bilan dématuré une tumeur du trigone. Le scanner abdominopelvien injecté retrouvait une urétérohydronéphrose droite sans lésion métastatique chez un patient avec une bonne fonction rénale. Donc le scanner, comme vous pouvez le voir ici, retrouve l'urétérohydronéphrose droite. J'attire votre attention sur le fait que les aires ganglionnaires sont libres, notamment au niveau de la bifurcation aortique, de l'axe iliaque commun, externe, interne et ilio-obturateur. On est évidemment gêné dans l'interprétation du scanner par la présence d'une prothèse de hanche droite. On devine la tumeur sans pouvoir vraiment en estimer les contours. Donc, on procède avec une résection transurétrale de la vessie. L'examen sous anesthésie permet de deviner la tumeur et la vessie est mobile. On retrouve un carcinome urothélial de haut grade classé au moins PT2 avec une invasion lymphovasculaire, la présence de CIS et la scintigraphie osseuse est négative. Le patient est donc inclus dans un protocole de chimiothérapie néoadjuvante avec gemcitabine cisplatine, 4 cycles et qui sont très bien tolérés. On ne fait pas de résection avant cystectomie, on procède directement avec la chirurgie par cystectomie totale ouverte, une lymphadenectomie étendue et une entérocystoplastie selon Studer. Les suites sont simples, on enlève les stents à J6, le patient sort de l'hôpital à J7. On le revoit 3 semaines après l'intervention pour l'ablation de sa sonde néovésicale avec opacification de la néovessie qui ne retrouve pas de fistule urinaire. Et on reçoit le rapport anatomopathologique pour lequel on est un petit peu surpris. On retrouve un carcinome urothélial de haut grade PT3B sur une infiltration de la graisse périvésicale, la présence de CIS, la présence d'une invasion lymphovasculaire, une marge positive en regard de l'extension extravésicale de la tumeur, un petit adénocarcinome de la prostate. Le curage ganglionnaire retrouve un nombre suffisant de ganglions enlevés avec 2 ganglions positifs à droite. Le patient est donc classé PT3B PN2 R1. Donc, ce cas clinique permet d'ouvrir la discussion sur les problématiques de la radiothérapie adjuvante. La première question étant quels sont les facteurs de risque de récidive locale. Ce patient étant T3B, PN+, R1, a-t-il des facteurs de risque de récidive locale? La deuxième question est quelle est la place de cette radiothérapie adjuvante? Permet-elle de diminuer la récidive locale et quel est son impact sur la survie globale des patients? Et enfin, est-il possible de faire une radiothérapie sur une néovessie? Pour ce débat, on a la chance d'avoir le professeur Irani qui va défendre le contre et le docteur Sargos qui va défendre le pour la radiothérapie adjuvante. Merci. Bien, bonjour à tous. Donc, je vais résumer les différentes problématiques qui ont été posées parce que je pense que déjà, il faut répondre à la question, est-ce qu'il y a une place pour une radiothérapie adjuvante dans le cancer de la vessie de façon générale? Et je vais répondre dans ces diapositives qui vont suivre. Voici mes liens d'intérêt en général, mais qui ne sont pas en rapport avec cette présentation. Donc, on est tous d'accord que le traitement standard du carcinome urothélial N0, M0 infiltrant le muscle, c'est bien la chimiothérapie néoadjuvante, la cystectomie et le curage. C'est ce qui a été fait chez ce patient. Alors, la chimiothérapie adjuvante reste discutable en raison de la faiblesse des preuves, d'autant que ce patient a déjà eu une chimiothérapie néoadjuvante et que probablement la chimiothérapie adjuvante ne sera pas très efficace. Maintenant, si on envisage la radiothérapie adjuvante, quels sont les bénéfices et les risques attendus? Alors, les bénéfices attendus, c'est qu'on souhaiterait améliorer la survie, que ce soit la survie globale, la survie sans récidive, sans métastase, sans progression locale, donc améliorer le contrôle loco-régional et améliorer la qualité de vie. Mais il y a des risques attendus, d'autant que nous allons laisser de la place à l'intestin qui va descendre remplacer la vessie, ou nous allons mettre de la vessie sous forme de néovessie à la place, et donc une toxicité digestive précoce et tardive est attendue. Et puis, nous allons quand même utiliser des ressources et un certain coût. Il faudrait que ça soit justifié. Alors, après cystectomie, comme on le disait, l'intestin va remplir l'espace laissé libre.
ou se retrouver sous forme de néovessie. Et par ailleurs, les adhérences post-opératoires risquent de fixer les anses intestinales et donc exposer le même segment intestinal durant tout le traitement, ce qui serait un facteur de risque de complications. Donc, quelle est la place de la radiothérapie adjuvante dans ce contexte? Alors, on va déjà taper à la porte des recos des différentes sociétés savantes et voir ce qu'ils en disent. Alors, pour l'infus, la radiothérapie adjuvante est actuellement en cours d'évaluation dans le cadre d'essais cliniques, ce qui veut bien dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de place pour la radiothérapie adjuvante dans l'exercice quotidien, dans la routine de l'urologue cancérologue. Pour le guide de pratique de l'Association des urologues du Canada, à l'heure actuelle, il n'existe pas de rôle bien défini pour la radiothérapie néoadjuvante ou adjuvante en présence d'un cancer de vessie infiltrant le muscle localisé. Pour le AU, eh bien, les données sur la radiothérapie adjuvante après cystectomie sont limitées et vieilles et donc ne font pas partie du tout des recommandations résumées à la fin. Vous voyez, dans les recommandations, ils disent qu'il ne faut pas proposer une radiothérapie préopératoire. Il ne faut pas, alors, une radiothérapie préopératoire, mais il n'est pas du tout discuté de radiothérapie post-opératoire. Pour les guidelines de l'AUA, ASCO, ASTRO, SUO, ils ont fait une sorte d'association pour leurs guidelines. On n'en parle même pas. Alors, il n'y a que le NCCN qui, effectivement, va faire une mention disant que lorsque nous avons un stade qui serait un T3, T4, surtout s'il y a des ganglions positifs et des marges positives, ce qui était le cas de notre patient, il faut considérer soit la chimiothérapie adjuvante, ce qui dans ce cas n'était pas très conseillé, on vient de le dire, soit une radiothérapie adjuvante. Donc il n'y a que le NCCN qui va faire une mention de ce traitement. Alors du coup, pourquoi? Quelles sont les preuves scientifiques du bénéfice de la radiothérapie adjuvante dans les TVNIM M0? Eh bien, on a une vieille étude qui date de 92, qui est une étude égyptienne. On sait que les Égyptiens sont assez forts dans les cystectomies parce qu'ils ont la grosse expérience des épidermoïdes suite à la bilharziose. Eh bien, dans cette étude qui a été publiée dans le Journal Rouge, il y avait 236 patients qui ont été randomisés soit pour une observation, soit pour une radiothérapie post-opératoire, soit une radiothérapie post-opératoire, alors soit conventionnelle, soit en multifraction. Et tout ça, ça s'est étalé sur plusieurs années. Et s'ils étaient randomisés, en fait, la randomisation dépendait un petit peu des années et des médecins. Donc, on ne peut pas dire que ce soit une randomisation vraiment dans les règles de l'art. En tout cas, il y avait un bénéfice de la radiothérapie externe post-opératoire retrouvé quel que soit le type de tumeur, de grade et de stade. Pour les patients N+, il n'y avait pas de différence, mais cela dit, c'était quand même un petit sous-groupe. L'analyse multivariée montrait que les facteurs pronostiques indépendants, c'était la radiothérapie externe post-opératoire, justement, le statut N, le statut T et le grade. Mais qu'est-ce qui cloche dans cette étude? En dehors du fait que c'est quand même une étude relativement ancienne, il n'y avait pas de patients qui avaient le traitement que l'on considère actuellement comme le traitement de référence, c'est-à-dire la chimiothérapie adjuvante ou néoadjuvante, même si ça ne concerne pas notre patient d'aujourd'hui, mais je parle de cette étude qui serait éventuellement une preuve. Et puis, le nombre de patients que vous pouvez voir entourés en jaune dans la première ligne, vous voyez, dans chaque groupe, vous avez un nombre de patients qui est quand même réduit. Et la majorité quasiment des patients avaient un cancer épidermoïde, ce qui ne reflète pas la réalité de notre pratique quotidienne. Et puis, très bizarrement, un bon tiers des patients avaient des grades 1, ce qui ne correspond pas à notre classification actuelle. Ensuite, quand vous regardez les complications, ce n'est pas très simple de comprendre. Il y a un fouillis, sans tableau synthétique, on ne sait pas très bien quelles étaient les complications de la radiothérapie post-opératoire. Alors, il y avait un deuxième article également de l'équipe égyptienne qui était une étude randomisée prospective, mais qui comparait la radiothérapie post-opératoire à la radiothérapie préopératoire dans les TVNIM relativement donc adjuvants ou néoadjuvants par rapport à la cystectomie. Et la conclusion, c'est que le préopératoire était à peu près équivalent, alors je ne sais pas ce que ça veut dire à peu près, équivalent à l'irradiation post-opératoire en ce qui concerne la survie globale et la survie sans récidive, ainsi que les complications. Mais ce n'est pas vraiment le but. Le but aujourd'hui, c'est de savoir si la radiothérapie adjuvante avait un intérêt
en particulier dans le cas de ce patient. Donc, qu'est-ce qui cloche dans cette étude? Pareil, on n'a pas un bras de contrôle qui correspond à notre activité d'aujourd'hui, c'est-à-dire une chimiothérapie néoadjuvante ou adjuvante. Et comme je le disais, ce n'est pas une population représentative du recrutement actuel en France. Donc, on regarde un petit peu la population. Vous avez une population qui est très jeune, qui a moins de 60 ans en moyenne. Vous avez beaucoup d'épidermoïdes, à peu près la moitié. Et là aussi, très bizarrement, vous avez beaucoup de bas grade, ce que je ne comprends pas très bien. Donc, il y a des études observationnelles. Ça, c'était pour les études randomisées. Les études observationnelles, il y a eu une étude qui a été publiée dans Bladder Cancer et qui traite de ce sujet du rôle de la radiothérapie adjuvante dans le cancer localement avancé. Et donc, ça a été en fait, encore une fois, l'exploitation du National Cancer Database avec 26 000 patients. Il y avait 1587 observés et 59 irradiés. Donc, ça fait quand même déjà un déséquilibre assez impressionnant. Qu'est-ce qu'on en tire comme information? Que si on regarde les patients tout confondus, c'est-à-dire les 1000 et quelques versus les 50 et quelques, eh bien, il n'y a pas de différence pour la survie globale. Par contre, quand on commence, et c'est toujours le problème des études rétrospectives, quand on commence à aller faire des sous-groupes et de regarder dans chaque sous-groupe si on trouve une différence, effectivement, dans le sous-groupe des marges positives, il y avait une petite amélioration avec un petit p à 0,03 pour le bras radiothérapie adjuvante. Alors, avec toutes les réserves que nous vaut un sous-groupe d'une étude rétrospective. C'était le cas de notre patient, je vous rappelle, il y avait quand même des marges positives. Une autre étude qui est plus récente, 2019, dans Cancer Médecine, et qui traite de l'efficacité de la radiothérapie adjuvante après cystectomie pour le cancer de vessie localement avancé. Et vous voyez que pareil, les résultats bruts, il n'y a pas de différence significative en ce qui concerne la survie globale. Par contre, là aussi, c'est le problème des ajustements. Après ajustement, il y a une petite différence avec un petit p à 0,03, mais tout dépend des facteurs d'ajustement qui ont été utilisés et dans quelles conditions. Donc, encore un élément en faveur de la radiothérapie externe avec, encore une fois, toutes les réserves de sous-groupe ou d'ajustement d'une étude rétrospective. Alors, il y a eu, ça c'est peut-être le plus intéressant, un abstract, le papier à ma connaissance n'a pas encore été publié, qui est paru à l'ASCO 2019. Et le premier auteur, c'est on retrouve notre radiothérapeute urologue égyptien qui avait publié il y a plusieurs années le premier article Princeps sur l'avantage de la radiothérapie adjuvante, qui est parti avec des collègues américains sur un essai randomisé de la chimiothérapie adjuvante versus la radiothérapie adjuvante dans les cancers de vessie localement avancés, ce qui est donc un sujet très intéressant et qui vraiment là va attaquer le problème à son cœur. Alors très rapidement, c'est une étude randomisée de phase 3 qui va comparer la radiothérapie post-opératoire à la chimioradiothérapie post-opératoire après cystectomie pour un cancer avancé de la vessie. Donc on voit que ce n'est pas radiothérapie versus chimiothérapie, mais radiothérapie versus chimioradiothérapie. Donc, entre 2002 et 2008, le recrutement a eu lieu, donc un peu ancien quand même, au Caire. Et on a l'impression que c'est plutôt un dépoussiérage d'une étude qui est un peu ancienne, qu'on a un petit peu remis au goût du jour. Voilà les résultats. Vous avez dans la radiothérapie post-opératoire 78, dans le bras chimio 45. Il y a quand même 49%, donc la moitié, qui étaient des cancers épidermoïdes. Et puis, qu'est-ce que ça donne avec 2 ans de recul en médiane? Eh bien, pas de différence pour la progression, pas de différence pour la survie globale, pas de différence pour la survie sans métastase, mais une différence significative pour la progression locale. Et puis, en ce qui concerne les toxicités de grade 3 ou plus, il y en avait 8% dans le bras post-opératoire, radiothérapie post-opératoire, et 2% dans le bras chimiothérapie, en sachant que sur des chiffres aussi faibles, on ne peut pas faire de tests statistiques. Donc, en conclusion, cette étude randomisée montrait qu'il y avait un contrôle local supérieur avec la radiothérapie post-opératoire par rapport à la chimio, et pas de différence pour les différentes survies. Au total, parce que je conclurai pour la radiothérapie adjuvante aujourd'hui, en octobre, parce qu'on n'est pas encore tout à fait au jour du congrès 2020,
Eh bien, il n'y a pas de place pour la radiothérapie adjuvante dans le cancer de la vessie en pratique courante, mais il y a certainement une évaluation à faire parce que ça peut être une arme très intéressante. Et en particulier, dans le cas de ce patient qui avait déjà eu une chimiothérapie néoadjuvante, qui est R+, qui a des ganglions positifs. Et je pense que Paul va nous parler d'un protocole GETUGAFU 30 très intéressant qui va, j'espère bientôt, enfin bientôt peut-être pas, mais dans quelques temps, répondre à cette question. Voilà, je vous remercie. Bon, merci beaucoup pour cette mauvaise foi. Jacques donc, va avoir le beau rôle, en fait, puisqu'on va avoir la même conclusion. Il faut inclure dans le protocole GETUGAFU 30. Alors pourquoi on parle déjà de traitement périopératoire. Pourquoi? Parce que la cystectomie robotisée, pas robotisée, améliorée, réfléchie ou pas, finalement, ça fait des années qu'on ne voit pas beaucoup d'amélioration en termes de survie et de survie sans progression. Je vous rappelle l'essai Razor, l'une des dernières publications sur le sujet. Robot ou pas robot, en fait, finalement, on n'améliore pas la survie sans progression. Donc, il faut réfléchir au périopératoire, qui est un petit peu la seule stratégie qui amène des bénéfices aux patients. La cystectomie, c'est un standard qui est vieillissant. Je ne vous rappelle pas les chiffres de complications post-opératoires, la mortalité post-opératoire. Et on voit la série que j'ai encadrée en jeunes qui, sur 30 ans, ne montre aucune amélioration de survie depuis des décennies et des décennies. Et donc, j'ai coutume de dire que la cystectomie, c'est un petit peu comme Michel Drucker. Ça vieillit bien, mais ça ne change pas beaucoup depuis 30 ans. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? On peut se concerter et discuter des objectifs à améliorer. Et c'est là où, pour la première fois, je ne vais pas être d'accord avec mon ami Jacques. Quand on regarde la survie globale et la survie sans rechute de ces séries, on voit qu'effectivement, on a des bons résultats avec la chirurgie. Mais quand on regarde la survie sans maladie, on s'est beaucoup concentré sur la métastase et on a recherché des objectifs un petit peu solides. Alors qu'en fait, la rechute loco-régionale dans le pelvis peut varier de 4 à 58%. C'est un travail de revue qu'on a fait avec le GETUGAFU. La rechute loco-régionale, elle apparaît précocement après la chirurgie, mais surtout quand elle apparaît, la survie globale, elle est de 4 à 8 mois. Donc c'est un événement qui est fréquent et qui est grave. Et on se dit que peut-être, un peu à l'image de ce qui a été fait dans le sein, contrôler le pelvis, ça pourrait permettre de contrôler la métastase et donc indirectement la survie globale. Donc, quand on regarde cette série publiée dans les années 95 d'Alan Pollack, 240 patients, on voit sur ces courbes que les patients qui ont un contrôle local qui est bon, la courbe du haut, ont beaucoup moins de métastases, la survie sans métastase est bonne, comparée à ceux qui ont des échecs pelviens. Donc, ce que je vous ai dit en rationnel a tendance à se démontrer dans des séries rétrospectives, certes, mais on a une tendance en disant, si on cible la rechute loco-régionale, on peut améliorer la survie sans métastase significativement. La chimiothérapie périopératoire n'a aucun impact sur cette rechute loco-régionale. On a ces données d'études de phase 3 randomisées. Et donc, on doit identifier qui pourrait bénéficier d'une approche post-opératoire. Eh bien, c'est notre patient. Quand on regarde la série de R ou la série de Stein, les grosses séries chirurgicales, les patients PT3, PN+, et ou R1 ont un risque de rechute pelvienne majeur. Les patients R1, 2 patients sur 3 vont rechuter dans le pelvis. Et donc, je serais un peu surpris qu'un urologue voyant son patient avec une anatomopathologie aussi catastrophique que notre patient ne lui propose rien. D'autant plus que maintenant, quand on combine les facteurs, PT3, PT4, vous voyez en bas sur des séries bien foutues, et ou R1, on voit que le risque de rechute loco-régionale sur des séries maintenant modernes est très important. Plus de 40% chez notre patient. Donc c'est un patient grave. On a des nomogrammes prédictifs qui ont été établis, qui ont été vérifiés avec plusieurs cohortes de validation, tout ça basé sur les travaux de l'équipe de Philadelphie. Donc, on sait exactement qui rechute. Le deuxième message, on sait exactement où les patients vont rechuter. Quand on fait une série de mapping de ces rechutes, on voit que pour les patients localement avancés, les PT3, PT4, on a exactement les cibles de la rechute et vous voyez que c'est exactement les territoires du curage ganglionnaire, plus le lit de cystectomie, et on va voir que c'est d'autant plus qu'ils sont R1. Donc on sait où rechutent les patients. Et quand on prend notre patient, vous voyez marche positive, on voit que la rechute à 5 ans, loco-régionale, va être dans ces ganglions pelviens de territoire du curage, iliaque commun, iliaque interne, externe, obturateur, les ganglions présacrés, le lit de cystectomie. Donc on sait qui rechute et on sait où va rechuter ce patient. Donc le premier message que je passe à Jacques, c'est on sait que quand ça va se passer, on sait où ça va se passer, on sait qui va rechuter, on sait pourquoi il faut traiter ces patients, parce qu'il va rechuter ce patient, et on sait que ça va être grave. Et la question qui lui brûlait les lèvres était comment? La radiothérapie adjuvante, bien évidemment. On a un rationnel très fort avec de multiples publications des 5 dernières années, des travaux de revue, mais aussi des séries originales. Effectivement, l'étude égyptienne est basée sur des patients un peu différents des nôtres, des carcinomes épidermoïdes, mais c'est une première tendance.
Je suis d'accord que le message est ténu, c'est des études biaisées, de petite amplitude, mais c'est quand même des phases 3 randomisées qui nous montrent le bénéfice en rechute loco-régionale, à gauche, qui se traduit en survie sans maladie. Réduction de 25% de la survie sans maladie. Et ça nous donne un premier indice. On sait que si on délivre 50 grés à ces patients, on a cet effet bénéfique sur le pelvis qui peut se traduire peut-être en termes de survie sans métastase. La deuxième étude, présentée par Jacques aussi, et l'équipe de Zagloul, donc accompagnée des Américains, nous montre que quand on rajoute de la chimiothérapie et de la radiothérapie versus de la chimiothérapie, eh bien, il semble qu'on améliore le contrôle loco-régional à 2 ans. Donc ça va dans le même sens que mon argument, le fait de rajouter un traitement loco-régional à peut-être un traitement systémique, améliorer ce contrôle loco-régional qui est un élément clé pour ces patients. Le bénéfice en survie globale, le score de propension, je suis surpris de cette critique venant d'un urologue parce que c'est quand même la grande spécialité de publication d'European Urology, le score de propension. Et moi, j'achèterais volontiers cette étude de Fischer-Valouk qui nous dit en termes de survie globale, je mesure mes propos, c'était volontairement provoquant, mais peut-être qu'il y aura un bénéfice en termes de survie globale en plus de ce contrôle loco-régional dont je vous ai parlé quand on compare radiothérapie post-opératoire versus pas de post-opératoire dans une étude de database américaine. Alors, en plus, moi, en tant que radiothérapeute, je vais pouvoir être précis dans ma délinéation puisque je tire les enseignements des rechutes après cystectomie que je vous ai déjà présentés. Je vais pouvoir définir mon volume cible ganglionnaire chez les patients R1, le trajet du curage, le lit de cystectomie, et chez ce patient, je vais inclure les ganglions présacrés qui sont des sites fréquents de rechute. En plus de ça, je sais parfaitement irradier le lit de cystectomie qui fait si peur aux urologues, même en cas de néovessie, on va y venir. Pourquoi ? Puisqu'on a un consensus international auquel les Français ont participé et qu'on sait exactement comment définir notre lit de cystectomie dans une étude multicentrique publiée dans un journal de rang A. Donc on sait parfaitement quoi irradier. Ensuite, la peur de l'urologue sur la néovessie, nous avons eu la même quand on a bâti le protocole GETUGAFU30. Et on a repris nos cas et on voit sur des petites séries, 25 patients, chez des patients qui, vous voyez en jaune ici, ont des néovessies. Quand on irradie les ganglions, pas le lit de cystectomie, mais quand on irradie les ganglions, on a très peu de toxicité de grade 2 et plus, celle qui dégrade la qualité de vie des patients. Donc peut-être qu'on peut proposer cette radiothérapie adjuvante, même en cas de néovessie, et on va y revenir par la suite. Les recommandations, seul le NCCN recommande, en option pour ces patients à très haut risque pathologique, PT3, PT4, PN+, ou avec des marges chirurgicales positives, de proposer la radiothérapie adjuvante. Et j'irai dans ce sens, pourquoi ? Parce que finalement, à ces patients, on n'a rien à leur proposer. Et on a des patients qui sont orphelins de traitement post-opératoire. On a eu beaucoup d'espoir sur l'immunothérapie, et je vous rappelle tout de même cette press release de Roche, qui nous présente les premiers résultats de l'étude évaluant l'atezolizumab en adjuvant. Cette étude qui ciblait la survie sans maladie, donc incluant la rechute loco-régionale et la métastase, elle est négative. Donc, c'est des patients qui sont orphelins. Et en plus de l'ASCO-JU 2019, où a été présentée l'étude de Zagloul, à l'ASCO-JU 2020, on a signé une tribune impliquant Jason F. Statu, le patron d'Harvard, l'équipe de Philadelphie, l'équipe de la Washington University, pour renforcer cet intérêt de la radiothérapie adjuvante et resensibiliser la communauté des urologues à proposer des inclusions dans les études à venir. Donc, si on est contre, qu'est-ce qu'on propose en post-opératoire ? Je reste un petit peu sceptique. Alors, beaucoup d'études en adjuvant sont en cours dans le monde. Il y a l'étude américaine qui a fermé faute d'inclusion. Il y a l'étude française, on va y revenir. Il y a l'étude des Indiens. Et il y a différentes études, notamment l'étude des Belges, qui est fermée aux inclusions puisqu'elle a atteint son objectif. Donc, on a des études pour répondre à cette question. Je vous rappelle cette étude que j'ai le plaisir de coordonner avec Géraldine Pignot et avec Stéphane Larrey. Et si je voyais ce patient arriver à ma consultation, présenté par Gauthier, effectivement, je lui proposerais de rentrer dans cette étude qui randomise la radiothérapie pelvienne, 50 grés, versus pas de radiothérapie, le standard difficile à accepter pour ces patients, avec un objectif de contrôle loco-régional à 3 ans. Vous voyez la courbe des inclusions. Et donc, je profite de ce congrès pour vous dire quel est le rôle de l'AFU dans un protocole GETUGAFU. J'ai vraiment besoin du soutien de la communauté urologique et je pense que les patients en ont besoin puisque pour l'instant, on n'arrive pas à atteindre les inclusions escomptées pour répondre à notre question. Si je dois conclure, je pense qu'il y a un réel rationnel pour la radiothérapie adjuvante, que ce n'est pas un standard, mais qu'on a la chance de pouvoir la proposer dans une étude. Pourquoi ? Parce qu'on sait que ces patients vont rechuter fréquemment, proche de la cystectomie, dans le lit de cystectomie et dans le pelvis. On sait exactement qui va rechuter et comment les traiter avec une belle radiothérapie bien faite.
On sait qu'on va avoir un impact sur le contrôle loco-régional et peut-être sur la survie sans métastase pour des patients qui sont graves. On a exactement les techniques de radiothérapie qu'il nous faut et donc tout à fait en accord avec le professeur Irani, je conclurai, il faut absolument que vous nous aidiez à rentrer des patients dans cette étude, le GETUG AFU 30, et il faut qu'on aille à l'essai clinique. Je vous remercie. Bien, merci à vous pour ces présentations très claires. Alors, j'en retiens que, effectivement, nous connaissons aujourd'hui les facteurs de risque sur l'analyse anatomopathologique de la pièce de cystectomie qui sont associés au risque de récidive loco-régionale, que elle-même, la récidive loco-régionale, est associée à un mauvais pronostic en termes de survie globale, mais que pour autant, aujourd'hui, dans la littérature, il n'y a pas de niveau de preuve suffisant pour proposer en pratique courante une radiothérapie adjuvante après cystectomie. Et c'est donc tout l'intérêt de cet essai GETUG AFU 30 nommé Bladder Heart, qui est un essai français, prospectif, randomisé, qui s'adresse à ces patients qui présentent des facteurs de mauvais pronostic après cystectomie, à savoir soit une maladie extravésicale, soit une maladie ganglionnaire. Les patients sont randomisés entre un bras radiothérapie et un bras traitement standard qui peut inclure également une chimiothérapie adjuvante, sachant que le critère de jugement principal est la survie sans récidive pelvienne à 3 ans. Donc, pensez à bien inclure vos patients dans cet essai lorsqu'ils présentent des facteurs de risque de mauvais pronostic après cystectomie. Et j'espère que dans quelques années, nous pourrons répondre à cette question importante de l'optimisation du contrôle local après cystectomie chez ces patients présentant des maladies agressives. Merci à tous pour votre intention et très bon congrès virtuel.